communiquer aux proches, aux frères, au père, à la mère qui a contribué à la création du schéma, sans agressivité ni haine, mais avec beaucoup de clarté, et puis pardonner. C'est plus facile de pardonner quand on sait parler avec vos parents. C'est plus facile de pardonner à ses parents quand on sait d'où ils viennent, quand on est capable de les placer comme des individus lambda dans un contexte donné. On y voit plus clair après. C'est bien. Ça permet aussi de... Moi, j'ai grandi avec cette image-là un petit peu, je disais à un jeune sympa là, ce matin, je ne sais plus, que quand papa disait « j'ai trop viens là », il y a une sorte de figure magique d'un père tout-puissant et d'un père terrifiant. Non, mon père, c'était juste un gars, hein, c'est tout. Et par certains aspects, il était tout à fait comme moi, un pauvre gars, hein, et puis que Jésus a aimé, que Jésus a sauvé, et que Jésus a contribué à faire grandir. Moi, ma plus grande joie avec mes parents, c'est de les avoir vus grandir. Mon père est mort, mais je l'ai vu grandir, et ma mère, elle continue à grandir. C'est assez stupéfiant, elle a bientôt 73 ans, elle continue à grandir. J'espère, c'est ma prière pour moi-même, si j'en ai une, par rapport à ça, c'est de continuer comme mes parents jusqu'à ma mort, même si ce n'est pas vite, à grandir. Ok, analysez le schéma qui paralyse votre vie. Donc les boucles de rétroaction, c'est ce que je vous disais. C'est le schéma qui va vous, je ne sais pas, par exemple, vous surcompensez votre manque affectif et vous envahissez l'autre. Et comme vous envahissez l'autre, il vous abandonne. Et boum, boucle de rétroaction, vous êtes encore plus seul. Okay, et les distorsions émotionnelles et cognitives, c'est l'assujettissement de l'intelligence et des émotions au schéma. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Je suis pasteur d'une église. Il y a une petite sœur de l'église, peut-être 30-35 ans, qui est mariée à un pervers narcissique. Donc, il semblerait que ce soit avéré, hein, toutes les cases, pervers narcissique, mépris constant, violence, et puis la rémission amoureuse, c'est-à-dire que quand elle essayait de partir, il retombait amoureux authentiquement, et puis il revenait, je vais changer, le Seigneur va m'aider, etc., etc. Et puis boum, c'était reparti une fois qu'il était revenu, boum, c'était reparti pour un tour violence, coups, insultes, etc. Ok ? Bon. Je lui dis, à un moment donné, parce que c'était quand même dur. Donc elle était enceinte de 7 mois, elle a pris des coups de pied dans le ventre, enfin c'était dur, quoi. Hein, je lui dis, à un moment donné, il faut envisager la séparation de corps. Pas forcément le divorce, mais au minimum strict, la séparation de corps. Voire à un moment donné le divorce, mais au moins la séparation de corps. Tout le monde connaît cette expression-là ? Bien, non ? Oui, si, tout le monde. Ok. Non, séparation de corps. Si ça ne va pas du tout avec ma femme, par exemple, ben je prends un appartement, on est dans quelle ville déjà ? Montpellier. Je vais vivre à Nice ou à Lyon. Elle reste là, voilà. On est séparés de corps. On n'a pas divorcé, on continue à se parler éventuellement, mais on ne vit plus ensemble comme un couple marié. On appelle c'est un régime juridique, hein, la séparation de corps. Dans certains cas, mes amis, il faut le faire avant que le marteau vienne mettre un clou final à l'histoire, si j'ose dire. Il faut le faire dans certains cas. Donc je lui dis, séparation de corps. En plus, tu as 2 enfants, elle avait déjà 2 enfants, tu es enceinte, mets-toi en sécurité. Mets-toi en sécurité. Et elle me dit, tu sais, j'ai beaucoup prié à ce sujet-là, et je pense que Jésus veut que je porte ma croix. Et que si Jésus a pardonné, alors je peux pardonner aussi. Et que c'est le chemin qu'il m'a amené pour être le plus proche de lui. Alors là, vous êtes en plein là-dedans. Vous ne pouvez pas être plus dedans que ça. Quand vous restez prendre des coups de pied dans le ventre pour ressembler à Jésus, ça veut dire que même votre spiritualité a été assujettie par le schéma. Enfin, ce n'est pas de la spiritualité, c'est votre religiosité, disons, a été assujettie. Bon, c'est un exemple extrême. Mais entre tout est parfaitement équilibré et l'exemple extrême, il y a toute une palette de comportements et de fonctionnements dysfonctionnels et qui font du mal à nos couples, à nos enfants, à nos familles, à nos églises. Parce que quand vous avez un pasteur, insécurisé, insécure, ton prénom s'il te plaît ? Alors comme ça, tu n'es pas d'accord avec moi, Paulette.
Je peux savoir de quelle autorité tu n'es pas d'accord avec moi. Tu sais que j'ai étudié l'hébreu, hein, et le grec, et le basketball avec Michael Jordan. Non, je m'égare. Et je suis l'homme de Dieu, le pontifex maximus de l'Église adventiste. Le pontif. Vous voyez, quand vous avez un pasteur insécurisé comme ça, il ne va pas supporter la contradiction, il ne va pas supporter la critique. Et typiquement, il va polariser l'Église, c'est-à-dire qu'il va transformer l'Église en deux camps antagoniques. Le camp qui est pro-pasteur et le camp qui est anti-pasteur. Est-ce que je mens C'est un classique, non? Un classique dans les églises. Bon, c'est une des raisons pour lesquelles moi, en pastoral, je disais, nous les pasteurs, on a besoin d'aide. Parce qu'on nous met à la tête de communauté, mais parfois, on n'a pas forcément l'équilibre intérieur et émotionnel qui nous permet d'être équilibrants. Or, dans les églises, il n'y a pas que des individus équilibrés. On a besoin donc de gens qui soient équilibrants. Mais pour être équilibrant, il faut déjà s'équilibrer soi-même, ou être dans un processus au moins, et partager ce processus. Voilà. Ah, il est 5 heures. Trouvez des alternatives comportementales qui soient alignées à vos valeurs, en attendant que le fonctionnement entier change. Si par exemple vous avez envie d'envoyer un SMS pour savoir où est Christine, ben, je sais pas, allez jouer du piano plutôt. Hein? Faites autre chose, parce que le cerveau, il apprend. Il apprend. C'est pour ça qu'on dit aux gens qui veulent arrêter de fumer, au lieu de sortir une cigarette, sortez une sucette dans un premier temps. Ou bien mâchez un chewing-gum, vous faites quelque chose. Voilà, le cerveau, il est capable d'opérer des substitutions comportementales. Et parfois, le changement comportemental induit des changements cognitifs. Parfois, ça part de l'intérieur pour aller au comportement, et parfois, ça part du comportement et ça va à l'intérieur. Je suis obligé d'aller vite, on ne m'a pas donné beaucoup de temps. Voilà, tu as tout à fait raison. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera pas ôtée. Ça, c'est le pasteur qui a besoin d'être rassuré sur sa valeur. Depuis le temps, j'attendais que quelqu'un me dise, mais on peut rester pour toi, j'ai trop vu. Persister, persévérer. Même si ça ne marche pas bien au début, persévérer. Moi, je suis dedans. Je suis dedans depuis des années. Oui, vous pouvez rire. Je suis dedans depuis des années et ça progresse. Chez moi, ça progresse assez lentement. Parce que j'ai une constitution psycho-émotionnelle. Je grandis lentement. Je ne grandis pas vite. Mais je grandis avec l'aide de Dieu. Et même si je ne grandis pas vite, le Seigneur m'aime quand même. Et c'est précisément pour ça c'est précisément parce qu'il m'aime que je grandis. Précisément. Vous me suivez? J'ai vu des gens grandir beaucoup plus vite que moi. Beaucoup plus vite. Mais gloire à Dieu, c'est bien. Persister. Voilà, mes amis, ce que j'avais à partager avec vous sur les schémas d'inadaptation précoce. J'espère que ça vous a donné envie de lire le livre et de travailler et de partager cela. Je suis sûr que vous en tirerez un profit, soit direct, soit indirect, pour des amis qui auraient besoin de sortir de certains schémas comportementaux qui sont toxiques, qui font du mal. Voilà. Je ne sais pas si on a encore quelques instants pour des questions, Christine. Je peux savoir pourquoi tu es montée là-haut, Christine? Oui, en dépit du fait d'éviter les questions. Non, c'est pas vrai. Non, mon ordinateur est déchargé, donc je suis venue à l'ordinateur central pour voir les questions. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que tout a été clair? Il y a plusieurs questions, oui, sur Zoom. Moi, je vais m'occuper de poser les questions pour la partie qui est ici, et Christine, elle regardera les questions sur Zoom. Du coup, Christine, tu commences avec les questions de Zoom? Juste une chose, si vous permettez, une idée qui me vient à l'esprit, qui me semble très importante. Faut bien faire la part des choses. On a une tendance dans les églises chrétiennes à spiritualiser beaucoup de choses et à tout mettre en prière. C'est bien, moi j'aime la prière. Bon. Mais quand quelqu'un, par exemple, a un déficit de dopamine et de sérotonine, et que cette personne a une tendance un petit peu dépressive, un peu triste, il ne faut pas spiritualiser forcément. Parfois, il faut changer l'alimentation. Hein? Prendre des compléments alimentaires, manger peut-être moins de viande rouge, prendre un petit peu plus d'avocat. Je dis n'importe quoi, hein, je suis pas diététicien. Mais c'est intéressant de ne pas toujours tout spiritualiser. Mais pour ne pas tout spiritualiser, il faut avoir un peu de culture quand même. Donc, je voudrais juste
comme dernière phrase, encourager chacun à lire. À lire. Si vraiment vous avez une sainte horreur des livres et que c'est vraiment une aversion terrible, à la limite des vidéos YouTube sur les sujets intéressants. Mais je vous encourage vraiment plutôt à lire. Les chrétiens devraient être des gens qui lisent et qui élargissent leur perception de leur religion au travers d'une culture générale large. C'est beaucoup de richesse et on évite de tout ramener à la prière, au jeûne et puis au jugement spirituel. Oui, ce frère n'est pas converti, il veut toujours avoir raison. Il est peut-être converti, mais peut-être qu'il est en chemin et qu'il n'a pas trouvé la bonne clé pour avancer sur son complexe d'infériorité. Vous me suivez? Donc lisez, lisez, lisez. Voilà, pour mon intervention, j'en ai terminé. J'écoute les questions. Alors, donc déjà, je m'excuse auprès des personnes qui avaient posté des questions en mettant pas à tout le monde, mais en mettant à mon nom. Comme mon ordinateur s'est fermé, donc je n'y ai plus accès. Je suis vraiment désolée. Donc là, je vais vous lire une question. Jean-Michel. La réponse est oui. Merci. Alors, Ellen White parle également de la nécessité de connaître le fonctionnement de l'esprit pour chacun, et en particulier les parents, étant donné qu'ils transmettent, trois points d'exclamation. Oui. C'était une remarque. C'était une remarque. J'ai lu dans une citation d'Ellen White dans une école du sabbat de l'année dernière qui était très intéressante et qui disait, je vais très peu la distordre, mais ce sera l'idée, en tout cas un petit peu peut-être, mais ce sera l'idée. Les parents qui souhaitent avoir un enfant devraient étudier avec la plus grande minutie les lois du fonctionnement intellectuel et psychologique de l'enfant ainsi que du développement de l'enfant. Avec la plus grande minutie. J'ai beaucoup apprécié cette citation d'Ellen White. Merci beaucoup pour cette remarque. D'accord. Alors, une question, cette fois-ci, deux même, de la même personne. Comment faire si on a des parents qui, malheureusement, nous ont transmis ce type de schéma d'inadaptation et dont on souffre toujours en les répétant dans notre foyer? Et tout de suite, la deuxième, comment en parler avec nos parents, sachant que le schéma se répète jusqu'à maintenant? Lisez, travaillez, vous voyez un psy. Ça peut être bien parfois, ça peut être une approche intéressante. Je ne peux que donner des pistes, hein, comme la question est très large. Papa, ça fait 2 ans que je suis en travail sur moi-même avec un psychologue par rapport au fait que quand j'essayais de t'exprimer mon point de vue, tu me disais d'honorer mon père et ma mère et de me taire. Ça m'a amené à avoir un rapport complètement pathologique à l'autorité. Je suis incapable de tenir tête à un manager abusif ou à un patron insultant parce que j'ai ce rapport pathologique à l'autorité. Sache que j'ai compris d'où ça vient. Je sais que toi-même, tu étais battu par grand-papa et grand-maman. Sache que je ne t'en veux pas, mais sache aussi que ça m'a fait du mal et qu'on peut fonctionner autrement. Voilà, c'est un exemple. Parfois, en passant par un tiers, comme un psychologue ou un spécialiste, un psychothérapeute, bon, nous les patients, on n'est pas vraiment formés à ça, il faut être honnête. Mais un vrai professionnel, en tout cas de la question, ça peut aider. Voilà. Et puis, sans travail, on le disait tout à l'heure, sans travail, c'est pas tout de dire que Jésus m'aime, il y a du travail à faire, mais c'est un effort constant. Hein. C'est pas un travail un jour comme ça, on prend un après-midi et puis on travaille. C'est vraiment un travail constant. C'est un travail difficile, c'est un travail constant, mais c'est un travail passionnant. Et quelle satisfaction, mes amis, quand petit à petit, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Voilà. Plus de questions, c'est bon? Vas-y. Je réfléchissais, quand un patient il est vraiment pris dans un schéma et qu'il a aussi en fait ce dysfonctionnement cognitif et que parfois ce patient il est dans un déni et on peut parler, on peut essayer d'être le plus rationnel possible pour pouvoir démontrer
par exemple, voilà ça, est-ce que c'est logique ou pas, ben, on a presque l'impression d'être en face d'une personne qui est dans un monde parallèle et que, quelque part, c'est comme s'il y avait deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Donc il faut pouvoir trouver, je ne sais pas comment, trouver en fait le moyen soit de bifurquer, soit de... alors peut-être pas nous, puisqu'on n'est pas forcément, on n'a pas les moyens, puisqu'il faut vraiment un spécialiste, un thérapeute, mais il n'y a pas toujours possibilité en fait de pouvoir rentrer, trouver une ouverture pour communiquer avec cette personne qui s'est enfermée dans un déni. Ah oui, bon alors c'est très intéressant. Vous avez pu constater, je suis plutôt quelqu'un de verbal et d'analytique. Bon, ça m'a fait des problèmes avec ma femme. Pouah. Combien de fois j'ai voulu démontrer par A plus B, par des raisonnements bien élaborés à ma femme. Et puis un jour, on était dans une de ces discussions où on était sur des lignes parallèles, où j'avais l'impression qu'elle parlait à quelqu'un. J'avais envie de me retourner pour voir à qui elle parlait en fait. Je ne comprenais pas. On était sur ces droites parallèles, et puis j'ai eu un déclic. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai rencontrée. À ce moment-là, tout s'est dénoué. Parce que sa demande, non verbalisée, non même consciente, était d'abord une demande de sécurité affective. Et moi, j'étais dans la démonstration d'un propos. Et donc, elle, sa demande, comment dire, sa demande, vous savez, il y a la demande exprimée et il y a la demande non exprimée. Hein. L'enfant, par exemple, qui pousse sans cesse les limites, il y a une demande exprimée, c'est je veux faire ce que je veux, mais la demande non exprimée, c'est où est la limite. Et il a besoin de savoir où est la limite pour se sentir en sécurité. Et donc là, dans cette discussion-là, je m'en souviens parce que du coup, maintenant, je le fais souvent. Quand je sens que ça bloque, qu'on ne se comprend pas et que ce que je dis est tellement simple que ça devrait passer tout seul, je me dis là, il y a un blocage de nature affective. On est sur des droites parallèles, donc on va laisser tomber l'argumentation et le blabla théorique. On va la prendre dans les bras, on va lui faire des bisous, on va lui dire qu'on l'aime. On va la rassurer, à partir de là, on pourra parler. Ça marche du tonnerre. Donc, il s'agit d'identifier, et c'est pas évident parce qu'elle est pas dite. Je donne un autre exemple pour bien illustrer ça. Ma femme, elle est souvent un petit peu indirecte. Par exemple, si elle a envie que je la sorte, elle va me dire « Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. » Je vais dire « Oui, ça fait 3 semaines, 8 heures, 4 secondes. » Je suis un bœuf. Je ne précisais pas qu'elle veut qu'on la sorte, elle voudrait sortir avec son mari. Et elle voudrait, alors elle me dit, je veux qu'on me sorte comme une princesse. Je veux que tu te mettes à genoux et que tu me dis, ma chérie, me feras-tu l'honneur de... Vous voyez, voilà. Elle a son imaginaire, et moi je me dis, bon, elle veut juste un renseignement. Oui, ça fait 3 semaines, merci. Ça va, sinon... Il y a des bouquins qui sont super, Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Mars, mais je le recommande chaleureusement. Moi, je suis assez masculin, quoi, dans le genre bœuf. J'aime pas la soupe. Bon, ben, j'aime pas la soupe. Elle est bonne, ma soupe? Non. Donc voilà, entre-temps, j'ai appris un petit peu. Entre-temps, j'ai appris un petit peu à me taire. Un petit peu, hein, mais c'est lent. Je vous ai dit, je vous ai pas menti, je suis lent je grandis lentement. Mais j'ai appris à dire, ça va, après tout, il y a la guerre en ce moment en Ukraine, je veux dire, ça pourrait être pire, quoi. Donc, il s'agit, pour répondre un petit peu, il s'agit d'identifier la demande sous-jacente, la demande réelle. Parce que la discussion, ça n'est qu'un objet, mais en dessous de la discussion, il y a des demandes sous-jacentes. Et là, en l'occurrence, quand je l'ai prise dans mes bras, c'est que j'ai eu un déclic. Elle avait un besoin d'être rassurée, sécurisée par son homme qui l'aime. Et à partir de là, la discussion était, je ne sais pas, en 13 secondes, 4, c'était fini, quoi. C'était plié. Bah oui, bien sûr, mon chéri. Évidemment, de quoi est-ce qu'on parle? Voilà. Mais ne vous obstinez pas trop, hein, c'est un conseil. Si vous êtes sur des droites parallèles avec des conversations qui tournent en rond, qui n'avancent pas, ça veut dire qu'il y a des demandes sous-jacentes qui n'ont pas été explicitées, que vous allez perdre du temps, et ça va même être contre-productif. Donc, une des choses qu'on a appris avec ma femme, c'est de temporiser une conversation. Parfois, quand on sent que ça bloque un petit peu, on dit « Ah, bon, on reprend dans 1 heure éventuellement, hein ?» Et je vais faire la vaisselle, elle va faire son linge, j'ai nettoie la cuisine, bon,
puis le lendemain on reprend, ou 2 jours après, ou 1 heure après, ou 2 mois après, ou 2 ans après, peu importe, mais il y a des moments qui sont des moments propices pour faire avancer les choses, il y a des moments qui sont des moments contre-productifs, quand bien même vous avez toute l'argumentation A, B, C, D, que c'est hyper logique, que c'est hyper construit, que c'est imparable, ce sera complètement inutile, voire contre-productif, si vous n'avez pas la sécurité affective, si vous n'avez pas le sentiment de respect, si vous n'avez pas le sentiment de valeur. Et souvent, c'est là où tout commence, par des choses très simples et très basiques, très fondamentales. Voilà. D'autres questions ou remarques? Oui, il y a d'autres remarques. Donc il y a des gens qui disent qu'ils apprécient ce qui a été partagé. Sinon, il y a une remarque d'une personne qui est psychopraticienne, si j'ai bien compris. Elle dit tu peux toujours faire un travail psycho pour ajuster ton interprétation, ton ressenti, pour mieux vivre, et ton cheminement peut les interpeller et leur donner l'envie de comprendre ton changement. Voilà, absolument. L'approche qui est d'ailleurs, dans ce sens-là, l'approche qui est proposée dans le livre, c'est une approche cognitive comportementale. Ce n'est pas la seule approche. C'est travailler sur l'intellect pour invalider les postures, les fonctionnements, les réactions, les automatismes, les mettre en perspective et les mettre à distance pour pouvoir choisir une autre posture. Effectivement, ça peut marcher, on peut y arriver tout seul. Moi, j'ai choisi de le faire avec ma femme, on le fait ensemble. Ça irait plus vite avec un psy. Ça va venir, certainement, ça va venir. Ou 2, ou 3 psys. Ce ne sera pas du luxe. Voilà, mes amis, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de remarques, je vous remercie de m'avoir accueilli. Il y en a, hein? Ah bon? Bien. Alors, vas-y pour les questions. Donc, il y a une personne qui dit que tu as déjà répondu. Je continue. Donc, une personne qui va dans le même sens que ce que tu disais, ne pas tout spiritualiser systématiquement. Il faut avoir une lecture ouverte d'esprit. Et merci beaucoup. Alors, une autre personne dit, c'est sûr, il existe des lignes parallèles et il paraît qu'elles ne se rejoignent jamais. Mais l'humain, lui, est perfectible. Tant qu'il est encore en vie, il se doit de faire des efforts. Je dirais que les lignes sont parallèles tant qu'on n'a pas bien compris quels sont les besoins primaires qui animent les émotions et la pensée d'un individu. Après, quand on comprend ce qui se joue, on se rend compte que grosso modo, on a tous plus ou moins les mêmes besoins primaires. On a besoin d'être aimé, d'être respecté, d'être valorisé, d'être encouragé, d'être rassuré quand on a peur, d'être entouré quand on se sent seul. Les besoins primaires sont peu ou prou les mêmes. Hein. On n'est pas différents, on est des êtres humains. Alors, une dernière remarque, et on s'arrête sur celle-là. Les profils de carence affective attirent des profils narcissiques, souvent également pour les dépendants. Il y a 2 profils, dépendants et codépendants. Ce sont des mécanismes de défense, de protection et qui sont inconscients. Oui, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Les schémas ont tendance à se reconnaître et à s'identifier et à se nourrir dans des relations perverses. Donc, typiquement, si je suis un mégalomane avec une absence de limite, je vais me sentir très amoureuse de petites dames un petit peu faibles qui ont été abusées, et ça va m'attirer comme un aimant. C'est des schémas qui s'alimentent mutuellement, effectivement. Donc ça, c'est déjà un petit peu complexe, mais ça peut... Je suis sûr que dans votre environnement, dans vos parcours de vie, vous avez rencontré des gens qui ont connu échec sur échec conjugal, avec toujours le même scénario. Bon, là, vous comprenez qu'il se passe quelque chose, quoi. Ça peut permettre d'identifier, de voir plus clair. Voilà, mes amis, je vous propose d'arrêter là. On a dépassé assez largement l'heure qui m'avait été impartie. Merci de votre participation joyeuse. J'ai eu de la joie à être avec vous aujourd'hui. Et puis, je souhaite à chacun une bonne lecture, un bon approfondissement, en particulier aux jeunes qui commencent. Mais même aux moins jeunes, c'est intéressant de grandir. Il n'est jamais trop tard pour grandir avec Dieu. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber.